On repart avec Natacha Tréant qui est avec nous, maître de conférence, Université de Grenoble. Bonjour Natacha. Bonjour Stéphane. Grande spécialiste, je le disais tout à l'heure, Natacha vous pourriez être la muse de Bismart, en fait. Non mais c'est... Ça commence bien, remarquez. Bah oui, non, mais ça peut que bien se passer. C'est ce que je veux faire, c'est soulever le capot des entreprises finalement. Alors, vous, votre truc, c'est les relations interentreprises, oui. Notamment les relations d'achat, etc., les relations clients-fournisseurs, donc on va parler de ça. Mais c'est ça qui est passionnant. En fait, c'est soulever le capot, regarder comment ça marche, oui. Et puis se rendre compte que derrière, c'est des hommes et des femmes quand même qui font le truc, hein, avec des doutes, avec des erreurs, avec des mauvaises pratiques, avec des bonnes pratiques, avec on apprend une leçon puis on l'oublie, enfin bon, bref, voilà. Avec une complexité comme jamais. Là, post-Covid, tu dis tout est plus compliqué. C'est ça le mot-clé que toi, tu mettrais en avant? Ah oui, post-Covid, tout est beaucoup plus compliqué. Mais en fait, c'est juste une exacerbation d'une tendance de fond par rapport à cette complexité des relations clients-fournisseurs. Alors, clients-fournisseurs, tu dis il faut absolument en parler. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument en parler? Les choses ont changé en profondeur. Alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf dans cette histoire de clients-fournisseurs, Natacha? Bien évidemment, la crise a mis en évidence des problématiques de sécurisation qui sont évidentes. Mais je pense... Non, pas si évidente que ça. Sécurisation, ça veut dire il faut que je m'assure que dans ma chaîne de production, il n'y ait pas des éléments où je sois en telle fragilité que ces éléments n'arrivent plus. Tout à fait. C'est ça. Hein. Mais surtout, ce que cette crise a mis en évidence, à mon sens, elle a exacerbé des tensions géopolitiques au niveau mondial. Ouais. Il ne faut pas oublier quand même que cette crise, elle provient de la Chine et qu'à une époque, Trump parlait même non pas du virus Covid, mais du virus chinois. D'accord ? Donc, c'est assez passé inaperçu pendant cette crise Covid. C'est, pour bien comprendre ce point-là, cette exacerbation, c'est le fait que l'Europe, en fait, elle a refusé le statut d'économie de marché à la Chine. Et donc, on se rend compte que cette crise, elle a exacerbé des tensions très fortes et que dorénavant, en fait, la position de l'Europe, c'est d'être beaucoup plus assertive vis-à-vis de la Chine. Alors, pas que l'Europe, on verra, c'est au niveau mondial. Non, mais précise aussi, là, Natacha, refuser le statut d'économie de marché. Alors, les conséquences, c'est qu'on peut... Bien évidemment, ça veut dire qu'on maintient des droits de douane dès lors qu'il y a des importations que l'on considère comme étant biaisées parce que trop subventionnées par le gouvernement chinois. Et on peut aussi limiter les importations. Et en plus, on a la possibilité, lorsque la Chine délocalise, par exemple en Égypte, pour contourner des droits de douane et puis qui ensuite va réexporter en Europe, là aussi on va pouvoir continuer à mettre des droits de douane. Donc tout ça, ça modifie en profondeur les relations. C'est fondamental, Natacha, je veux juste rajouter quelque chose, on a tout le temps, hein, donc je veux juste rajouter quelque chose. Certains diront, et je l'ai lu à droite à gauche, c'est la fin de la naïveté de l'Europe. Oui, je suis d'accord. Non, je crois que c'est encore plus important. Je crois que c'est le premier témoignage du changement fondamental du modèle économique allemand. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'osait pas prendre cette décision? Parce que les Allemands devaient importer massivement leurs machines-outils en Chine. Ce modèle est en train de se modifier. Voilà. Je suis tout à fait d'accord aussi. Sur cette idée de naïveté, lorsque j'ai lu en fait le rapport suite à cette décision de l'Europe, le commissaire au commerce européen nous dit, il utilise ces termes-là, il nous dit « la Chine est un rival systémique ». Les termes sont forts, hein, ouais. Et un partenaire. Ça veut dire que pour la première fois, on est dans une logique très chinoise vis-à-vis de la Chine. C'est très yin et yang. Vous êtes un partenaire, mais vous êtes aussi un rival systémique. On se serre la main avec un flingue dans l'autre pogne. Voilà. Et ça, alors bien évidemment, le paroxysme de tout ça, c'est l'affaire de Huawei. On se rend compte qu'en fait, des décisions au niveau étatique, ça impacte le choix des fournisseurs. Et c'est très intéressant. Alors, bien évidemment, tout de suite, j'ai contacté des directeurs achats qui utilisaient Huawei. Donc, je me suis amusée à contacter le directeur achat de British Telecom pour savoir concrètement comment ça se passait, la relation avec Huawei. C'est très intéressant parce qu'en fait, ce qu'il me dit, ah, mais au final, c'est pas du tout conflictuel avec Huawei. Quand en fait, on leur a appris ça, pourquoi ? Parce que Huawei, il a le temps long. Et que si vous voulez, aujourd'hui, il y a eu 2 enjeux très forts avec la Chine. Je vais vous expliquer pourquoi. Il va mourir, Natacha, Huawei. Il va mourir. Premier enjeu, la Chine a mis un plan très fort qui était China 2025, où elle voulait qu'il y ait 70% du contenu qui soit localisé en Chine. Et puis le deuxième point, la Chine ambitionne en 2049 d'avoir un leadership mondial sur toutes les technologies du futur. Et elle soutient fortement, on le sait tous, l'ensemble de ces leaders. Huawei en fait partie. Lorsque nous, on est sur une logique où, grosso modo, on est drivé, on est conditionné par des résultats au quarter, et que de l'autre côté, vous avez des fournisseurs chinois, et en particulier Huawei, qui, grosso modo, a 29 ans devant lui. Mais non, Natacha, il n'a pas 29 ans devant lui.
Il n'a pas 29 ans de long. juste L'Inde lui ferme ses portes. La L'Inde liste, lui on l'a ferme fait la ses semaine portes. dernière. La liste des pays qui interdisent Huawei devient dingue. Ça devient dingue, mais néanmoins, la véritable problématique, ça va être de voir aussi les élections par rapport notamment changera aux États-Unis. pas, ça changera Donc on verra aussi. Je dis, Mais il ne faut prenons le point. Il ne faut préjuger de rien. Il se trouve que l'un des premiers fournisseurs du monde, Oui. Foxconn, Oui. et le patron fondateur de Foxconn a dit au printemps dernier ce que tu dis, mais il va plus loin que toi, Natacha. Il dit « Nous sommes sous l'emprise du G2 ». Toutes les multinationales vont devoir avoir 2 sites de fabrication, 2 chaînes logistiques, Oui. une pour l'Ouest, une pour la Chine et pour ses satellites. C'était déjà le cas pour Foxconn. Il faut savoir que Foxconn, la façon dont ça fonctionne, c'est que en fait, les constructeurs, excusez-moi, vont en fait réserver la production. Et vous avez des zones spécifiques en fait dans les usines de Foxconn qui sont réservées par rapport à certaines entreprises. Oui, sauf que là, Donc, il investit des milliards aux États-Unis. Là, il va fabriquer aux États-Unis et au Mexique. Alors, ça, c'est intéressant. Et ça, sur cette problématique de il va fabriquer aux États-Unis et au Mexique. Ça, c'était une autre problématique. Cette problématique-là, ce que ça a soulevé aussi dans les relations clients-fournisseurs, hein, cette crise, c'est cette problématique de relocalisation. On est d'accord ? Ouais. Et donc, cette relocalisation, en fait, par rapport à ça, on a parlé de la relocalisation pour des enjeux de sécurisation. Sur la sécurisation, à mon sens, il y a 3 points clés. Le premier point clé, c'est de dire, si jamais à un moment donné, je relocalise pour sécuriser, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des stratégies. Pourquoi ? Parce qu'imaginez que vous mettez à un moment donné toute votre production en France, par exemple, et qu'il y a une crise en France, bah, au final, vous êtes bloqué en France. Absolument. On est d'accord ? Absolument. Donc les stratégies qui sont les stratégies zone pour zone sont très intéressantes. Vous produisez, donc vous sourcez vos fournisseurs, là vous vendez. Vous voulez vendre en Chine, vous produisez en Chine, vous sourcez en Chine. Vous voulez vendre aux États-Unis, vous sourcez aux États-Unis, vous produisez aux États-Unis. D'accord ? Et en plus, écologiquement, c'est pas délirant. Donc on est typiquement sur la stratégie du patron de L'Oréal, Jean-Paul Agon, qui nous dit « Moi, je ne vois pas pourquoi je dirais relocaliser ». Avec nous lundi prochain, Jean-Paul Agon, mesdames, messieurs. Donc voilà, on en parlera. Voilà. Il dit, j'ai pas de grand projet de relocalisation parce que je suis déjà dans cette dynamique-là. Ça, c'est le premier point. Et on est typiquement sur ce que vous dites par rapport à Foxconn. Hein. Ouais, ah oui, exactement. D'accord ? Le deuxième point, il y a une autre façon d'envisager la sécurisation, c'est de dire, bah, au final, ce que je peux faire, c'est que je réinternalise. Et là, ça remet complètement en question les relations client-fournisseur. D'accord ? C'est-à-dire, je suis plus sur une relation client-fournisseur, je suis sur une logique où ça m'appartient en propre. Et là, moi, ce qui m'intéresse en tant que chercheur, c'est de voir en fait qu'il y a une confrontation entre 2 business models. C'est d'un côté le business model de Tesla, qui lui internalise énormément, depuis un moment donné, même jusqu'au siège, même jusqu'aux planches de beurre, etc. Et puis le business model des constructeurs occidentaux, qui eux sont plutôt sur des logiques où au contraire, il y a eu des scissions, on le sait tous. Delphi, aujourd'hui Aptiv, est né de la scission avec General Motors, Magneti Marelli est né de la scission avec... Forcia, la dernière, PSA, voilà, absolument, absolument. Et donc ça, bien évidemment, ça interpelle. Natacha, c'est ce que tu viens de dire là. C'est un mouvement que tu crois, parce que Tesla fait 300 000 voitures. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais bon, Oui, voilà. oui. Donc, tu peux peut-être effectivement faire des planches de bord, des sièges, etc. Quand tu es un constructeur tout petit, tu fais du premium, tu vends cher, tout va bien. Oui. Si Tesla, ce qu'on lui souhaite un jour, fait 2, 3, 4, 5 millions de voitures, est-ce qu'ils ne seront pas obligés d'externaliser ? Donc, c'est un mouvement que tu crois fondamental, ce mouvement possible de réinternaliser. Parce que ce serait, mais alors, une inversion du sens de rotation du business, mais très, très important. Alors, parce que ce mouvement, il a été pris il y a 30 ou 40 ans Oui. d'externalisation. Le nerf de la guerre, c'est toujours de se dire, quand je faisais ma thèse de doctorat, on disait quel est le cœur de métier des entreprises. Tout ce qui n'est pas cœur de métier, bah, bien évidemment, il vaut mieux l'externaliser auprès des spécialistes. Absolument. D'accord ? Et avec des enjeux de rentabilité des capitaux engagés. En fait, pour moi, ce que ça traduit, c'est un changement de business model que je vais appeler un business model de plateformisation. Et qui, pour moi, est caractéristique des entreprises de la tech. En fait, Tesla, c'est une entreprise de la tech. Oui. Or, si vous voulez, quand vous regardez tous les grands de la tech, vous pouvez prendre les Alibaba, on va prendre des Chinois et des... Non, mais je sais pas, prends Apple par exemple. Si tu Apple, prends de la génial. tech, On va qui prendre fait du Apple. hard. D'accord ? On part du hard. On peut dire, mais en fait, il n'y a aucun lien entre un téléphone, entre une application de paiement, entre de la production de films, etc. Mais en fait, tout est relié par des plateformes numériques. Et l'ambition de Steve Jobs, et c'est en cela qu'il était visionnaire, c'était de dire, je ne vous vends pas un téléphone, je vous vends à un moment donné une expérience client dans un écosystème. T'as raison. Et en fait, Tesla ne nous vend pas un véhicule. Tesla, il nous vend une expérience client qui va associer dans un écosystème de services. T'as raison. Et donc, on brillant. va sur des logiques de plateformisation. Alors, là Mais où ça marche pour devient- tout, mais ça marche pour Non, tout, ça ne peut Natacha pas marcher pour tout. Mais Non, mais je ça pense dépend. furieusement à Seb. Seb est en train de nous vendre aussi une expérience de cuisine, Bien finalement, évidemment, et bien pas une évidemment. friteuse. Et alors, juste un point, il n'en demeure pas moins que
la stratégie sous-jacente de Steve Jobs à l'origine, et j'avais étudié ce cas-là dans une de mes recherches, lorsqu'en fait il y a eu le procès entre Samsung et Steve Jobs, ils ont publié les emails que Steve Jobs envoyait au sein de l'entreprise à ses salariés. Et c'est assez intéressant quand on récupère ces emails et qu'on les analyse. Il y en a un, il nous dit textuellement que son ambition, c'est relier au maximum l'ensemble de ses produits pour enfermer, il utilise ce terme, pour enfermer nos clients dans notre écosystème. Donc, l'ambition, à un moment donné, c'est bien aussi d'aller vers une captivité des clients. Non, hein. C'est génial, et d'autant plus génial que tu peux y ajouter maintenant ce que lui, là, c'est-à-dire qu'en plus, cette captivité, nous clients, ça va nous rassurer. Parce qu'au moins, ces données, on sait où elles sont. Oui, pourquoi pas. Mais oui. Alors, tout ça traduit d'autres tendances de fond qui, à mon avis, qui étaient déjà existantes avant la crise, mais qui vont s'amplifier avec la crise. Ces deux autres tendances de fond et qui transforment vraiment les relations clients-fournisseurs. La première, c'est ce qu'on appelle la servicisation, et la deuxième, c'est la coopétition. La première, la servicisation, c'est quoi l'enjeu? Il faut qu'on aille... Vite. Oui. Alors, la servicisation, le World Economic Forum nous dit à horizon 2030, la majeure partie des produits seront des services. D'accord? Je rejoins cette idée de ça. Okay. Sauf que, en fait, aujourd'hui, quand vous prenez par exemple Abbott ou Roche Diagnostic, ils ne vendent pas les équipements. En fait, au laboratoire d'analyse médicale, ils facturent en fait en fonction du type d'analyse. D'accord? Vous regardez Schneider. Schneider, son ambition, c'est plus de vendre des équipements aux industriels pour optimiser leur processus. Il veut à un moment donné facturer en fonction des économies d'énergie. D'accord? Donc en fait, vous n'achetez plus un produit, vous achetez un usage avec une performance. Pourquoi c'est déterminant et pourquoi ça va s'accélérer? Premièrement, vous savez tous qu'en période de crise, on a une problématique à un moment donné d'endettement, d'investissement, etc. Vous transformez des CAPEX en OPEX. Vous n'avez plus besoin d'investir. D'accord? Le deuxième point, c'est qu'en tant que client, vous avez accès à une innovation extraordinaire. Parce que tous les capteurs qui sont mis dans l'équipement du fournisseur, il vous permet de faire remonter l'information en temps réel, et le fournisseur en temps réel peut vous proposer des services auxquels même le client n'aurait pas pensé. Dans les laboratoires d'analyse médicale, par exemple, c'est moins de principes actifs. D'accord? Troisième point, ça va nous permettre d'aller vers une convergence des intérêts entre le client et le fournisseur. Il n'y en a pas un qui dit « je veux vendre plus d'équipements » et l'autre qui dit « je veux moins en acheter ». On va converger. Pourquoi? Parce qu'on va aller de plus en plus vers des contrats qui vont être conditionnés par la performance obtenue. Des contrats de partage de gains sur économie d'énergie, par exemple. Et le dernier point, et c'est l'enjeu de demain, juste d'un mot, Natacha, on réconcilie l'écologie et l'économie. Je le dis d'un mot, c'est brillant. On peut résumer ça par économie de l'abonnement, ça te va? Économie de l'abonnement, il y a un peu de ça. Non, mais je veux juste dire... Mais c'est bien plus que cela. C'était le projet d'Isabelle Kocher à la tête d'Engie, quand même. Hein, voilà, exactement. Donc, je suis d'accord. Donc, mesdames, messieurs, il va falloir s'accrocher, parce que je suis persuadé que Natacha a raison, Isabelle Kocher avait raison. Simplement, après, il faut transformer complètement des boîtes qui étaient habituées à travailler autrement. Hein. Et il n'y a pas que des avantages. Une minute, mais juste, oui, voilà, mais je veux juste que tu nous donnes la notion. Juste la coopétition, alors c'est très connu entre entreprises concurrentes, d'accord? C'est le fait, à un moment donné, je coopère et en même temps, je suis en compétition. Donc l'idée de coopétition, d'accord? Entre clients-fournisseurs, c'est plus difficile à imaginer. Ça veut dire qu'en fait, vous avez face à vous un fournisseur qui est aussi votre principal concurrent. Et ça s'accélère avec cette logique de numérisation. Exemple, tu peux nous donner un exemple? Que ce soit concret. Regardez, dans l'aéronautique, l'enjeu, c'est de vendre du service aux compagnies aériennes sur des optimisations énergétiques, sur de la maintenance prédictive, etc. Préventive. Enfin. Et donc, par rapport à ça, les motoristes, qui a la donnée? Les motoristes qui mettent des capteurs dans leur moteur. Donc, ils peuvent vendre de la prestation en direct aux compagnies aériennes. Oui, mais les avionneurs, pour à un moment donné augmenter leurs recettes et leur chiffre d'affaires, ils ont intérêt à vendre du service. Donc, en fait, leur principal fournisseur, qui est à un moment donné le motoriste, c'est en train de devenir leur principal concurrent. Et c'est ça, et ça, on le retrouve partout. C'est magique. On le retrouve partout. Et donc, il y a une vraie complexification des relations clients-fournisseurs aussi, qui est liée à un moment donné à ce numérique. Et tout ça, ça fait l'objet de recherche, et j'ai beaucoup travaillé sur tous ces modèles-là. Donc, c'est ça qui est passionnant dans les relations clients-fournisseurs. C'était passionnant. Merci. À bientôt. En guise de conclusion, Henri Bergson, qui nous dit « L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire. » Voilà. C'est beau. Ça pourrait être un sous-titre du plan de relance, tu vois. Oui. Un magnifique sous-titre du plan de relance. Et ben voilà, on va le proposer. Bon, les amis, on marque une pause, on se retrouve dans un tout petit instant. Merci à vous.